Et je vais tout d'abord donner la parole donc, à Jean-Philippe Usan, qui nous accueille ici au sein de l'IHP. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Institut Henri Poincaré, puisque c'est, comme on dit, la maison des mathématiques, donc des mathématiciens, des mathématiciennes. Cédric Villani ne peut pas être là ce matin, il est encore coincé dans un avion quelque part, je ne sais pas où, on va essayer de le localiser, mais il se joint à moi pour vous accueillir. Alors, quand on a préparé cette journée, peut-être que vous savez, cet après-midi, nous allons avoir une célébration des 20 ans de l'Institut Henri Poincaré. On était très heureux de s'associer à votre événement parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important que finalement tout le monde soit représenté en mathématiques. Alors, on a bien sûr cette dichotomie homme-femme en sciences en général. Il y en a plein d'autres aussi qui sont parfois des ségrégations plutôt sociales, d'origine sociale. On essaye en fait à l'IHP par toutes nos actions que voilà, tout le monde puisse être attiré par la science et par les mathématiques. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, en fait, le problème finalement de la façon dont on travaille en tant que femme dans la recherche, c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisé indirectement, parce que quand j'étais jeune papa, il y a très longtemps, je me suis rendu compte, j'ai souffert en fait de certains problèmes que peut-être certains d'entre vous subissent de temps en temps, où des collègues mettaient des réunions systématiquement très très tard et où j'étais embêté. Je devais toujours partir au bout d'une heure de réunion pour aller chercher mes enfants à la crèche, puisqu'à l'époque, c'était moi qui m'en occupais. Et ça m'a permis en fait de discuter avec donc tout un groupe de personnes qui s'occupaient de ce problème au CNRS et de réaliser que finalement c'était pas si facile que ça si on n'était pas deux à gérer une famille quand on avait des enfants. Et je pense que le nombre de problèmes est beaucoup plus grand que celui-ci dans votre vie quotidienne. Ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que finalement le problème tel qu'on le subit aujourd'hui, c'est qu'une conséquence de toute une chaîne d'éducation. Parce que ce que j'ai pu observer en ayant un garçon et une fille, c'est que les stéréotypes sont mis dans la tête des enfants très très jeunes, depuis l'école maternelle, l'école primaire. Et je pense qu'on paye la conséquence de toute une chaîne d'éducation. Donc si on veut qu'il y ait plus de femmes, aussi bien en physique, en chimie, en biologie, en maths ou dans n'importe quelle discipline, en fait plus d'équité, parce que c'est pas la question de savoir si c'est des femmes ou des hommes, c'est plus d'équité, ça ne soit pas une barrière par rapport à l'activité professionnelle qu'on va faire. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à agir à tous les niveaux, en particulier au niveau des instituteurs, des institutrices, parce que c'est là où on commence à mettre des schémas dans la tête des enfants. Et on le voit régulièrement. Quand je fais passer les oraux du concours polytechnique, je réalise qu'il y a 15% de filles en classe préparatoire, il n'y en a que 5% qui s'inscrivent au concours de l'école polytechnique. Statistiquement, alors je ne fais pas partie de la SFDS, mais statistiquement, elles sont aussi bonnes que les garçons, elles se mettent simplement des barrières dans leur tête. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer à lutter. Alors je ne sais pas si vous agissez sur ce front-là aussi, mais je pense que c'est bien d'agir à tous les fronts, de montrer que vous êtes visible, qu'il y a des femmes qui ont un très très haut niveau et qui peuvent être des exemples pour les plus jeunes. Et donc là, je salue les oratrices qui sont bien plus talentueuses que je n'ai jamais été en maths. D'ailleurs, je ne suis pas mathématicien moi-même, donc je suis un peu illégitime là ce matin. Et je pense que d'avoir des exemples comme ça peut aussi aider à créer des vocations. Donc je pense que c'est un ensemble de choses et je suis très heureux que vous agissiez et que ça se passe à l'IHP. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on vous retrouvera cet après-midi pour la suite des célébrations. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'INSMI nous soutient aussi dans cette grande aventure du Forum des jeunes mathématiciennes. Donc, David va nous dire quelques mots également au nom de Bonjour, d'abord, merci pour avoir été ici, ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, on va avoir un groupe de journée qui s'annonce vraiment très très intéressant. Je le pose là, comme ça c'est mieux? Oui, d'accord. Donc on va avoir très très belle maths. On est maintenant juste dans la période post-Séoul. D'ailleurs, on va ouvrir les journées avec des conférencières de ce colloque. Ça me donne l'occasion de revenir sur ce colloque qui était vraiment d'abord un très très beau colloque. On a fait de belles maths. Ensuite, il était magnifiquement organisé. Et c'est aussi quand même l'événement majeur dans notre communauté, puisque tous les 4 ans, ça permet de faire le point. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a un certain nombre de choses qui existent ici, en France. Donc on est ici aussi pour parler de la question
du genre, de comment on sait que nous sommes dans une situation qui est préoccupante en France. Donc il va y avoir ici des réflexions qui vont être menées sur lesquelles il faut regarder donc très très sérieusement la situation et ne pas se voiler la face. Il y a aussi des questions, des choses qui sont plutôt positives. Et il ne faut pas les ignorer non plus. Donc, si je regarde par exemple sur Séoul, puisqu'on parlait de Séoul, la délégation de mathématiciennes françaises est à peu près équivalente à la totalité de la délégation italienne, parmi les personnes présentes. C'est des pays de taille comparable. Le nombre de conférencières françaises était du même ordre de grandeur que le nombre de conférenciers japonais, toujours confondus. Pour encore un troisième chiffre, je pense que la proportion de conférencières françaises était supérieure à la proportion de conférenciers français parmi les hommes à travers le monde. Donc voilà, on a quand même des choses dont on n'a pas à rougir. C'est pas pour dire tout va bien, Madame la Marquise, et il faut rien regarder, au contraire. Je pense que si on fait... il y a deux écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est de se voiler la face et de dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est de se plonger en disant rien ne va, et parce qu'on ne trouvera pas de solution. Nous, on est des scientifiques, ce qui compte, c'est de regarder les choses froidement, chercher si on trouve des moyens d'agir efficacement et d'avoir des résultats. Donc, voilà, je pense que c'est ça la démarche pour tous. Et donc, on va y travailler, on va vous écouter. Mais avant tout, on va écouter très très jolies maths. Et c'est ça, et je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Donc, je suis très content. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'avoir le soutien du CNRS dans cette manifestation est pour nous très important. Alors, je vais vous introduire brièvement les deux journées, en fait, puisque nous avons aujourd'hui une journée scientifique, puis nous collaborons au 20e anniversaire de l'IHP. Demain matin, nous avons encore une session scientifique avec des exposés de doctorantes. Donc le Forum des jeunes mathématiciennes, nous l'avons conçu comme un temps de rencontre, surtout pour aider les doctorants et les doctorantes en mathématiques à faire groupe, à s'insérer dans une communauté, à trouver du soutien. C'est un temps de mentorat très important pour nous. Nous essayons de les conseiller sur toutes sortes de questions à la fois scientifiques, mais aussi à les préparer aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, et en particulier quand il s'agit de préparer son insertion professionnelle dans le métier de la recherche. Eh bien, les choses ne sont pas forcément très différentes de ce qu'on peut connaître dans d'autres secteurs. Et donc, dans ce forum des mathématiciennes, nous essayons d'avoir des exposés scientifiques et aussi des exposés sur des questions plus générales qui concernent les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Donc le Forum des jeunes mathématiciennes, au départ, est né en 1996 à l'IHP. Voilà, et donc il a été organisé tous les ans, tous les 2 ans, jusqu'en 2009, exclusivement par l'association Femmes et Mathématiques. Et puis en 2010, nous avons rencontré le soutien du CNRS et en particulier la mission pour la place des femmes au CNRS. Et donc depuis, on a changé de dimension. Donc le Forum des jeunes mathématiciennes est devenu mixte. Donc on y accueille des doctorants et des doctorantes. Et il a lieu tous les ans et avec une programmation qui tourne dans les différentes villes de France. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus sur Paris. Donc on a eu un premier programme pour 4 ans avec chaque fois une ville différente et un thème différent. Et puis pour cette année-ci, on a souhaité faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'il y avait le colloque de Séoul et qu'on voulait mettre à l'honneur les femmes conférencières dans ce colloque. Et puis, bon, on avait toute envie de voir arriver une première médaille Fields pour une femme. Et donc là, évidemment, nous avons été très heureuses d'apprendre que cela s'était réalisé. Voilà, alors à partir de l'année prochaine, nous allons reprendre, je pense, le tour des différentes villes. Il est déjà acquis qu'en 2015, on sera à Lille. Voilà, et puis après. Alors, on espère que Strasbourg est partant pour 2016. Et puis là, j'ai mis des points d'interrogation. Donc là, j'appelle les volontaires.
On cherche un labo qui est prêt à prendre en charge l'organisation matérielle du forum avec l'aide évidemment d'un comité de programme qui a été constitué pour plusieurs années. Donc vous avez la composition là et qui donne du soutien pour l'organisation scientifique et pratique de ces forums. Alors bon, effectivement, la situation des femmes n'est pas toujours très brillante en mathématiques et donc je rappelle quand même quelques chiffres qu'on a évoqués. Donc là, vous avez en bleu le total des enseignants-chercheurs en mathématiques pures et appliquées dans les universités, et en vert, vous avez ce qui se passe dans toutes les disciplines. Et donc, vous voyez que le bleu est systématiquement en dessous du vert. Et donc, au total, la communauté mathématique représente à peu près, les femmes représentent à peu près 21%, pardon. Voilà, non, je le dis bien. 21% des mathématiciens sont des femmes, et alors que dans les autres disciplines, au total, c'est 36%. Évidemment, le rapport au niveau des professeurs est plus défavorable. Voilà. Donc, et ça, ce sont les chiffres, évidemment, avec celui qui nous inquiète le plus, qui est donc le nombre de femmes professeurs dans les universités en France en mathématiques pures, 36. Et donc, ce chiffre baisse régulièrement et est vraiment inquiétant. Donc, maintenant, tout le monde le sait. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Sinou David. On a un problème, il faut le prendre de manière scientifique, il faut le traiter. On sait qu'il y a une difficulté. Maintenant, je pense que tout le monde le sait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut discuter de ces choses-là et essayer de trouver des solutions. Bien, donc, le programme ce matin, donc, je vais céder la place à Aline Bonamy qui va diriger notre matinée avec nos 3 conférencières qui étaient toutes conférencières au colloque de Séoul. Voilà, vous avez les titres de leurs exposés. Nous terminerons la matinée où à un moment on diffusera un petit film qui a été réalisé par la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, par Gaël Octavia, et où nous verrons Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond dans un duo qui est tout à fait bien, tout à fait sympathique. Voilà. Cet après-midi, on aura pour les jeunes mathématiciens et les jeunes mathématiciennes qui participent au forum, on aura un atelier concernant l'insertion professionnelle et les rapports sociaux de sexe. Pendant ce temps-là, les autres qui ne sont pas jeunes mathématiciens pourront participer aux activités de l'anniversaire de l'IHP, et à 16h, tout le monde se retrouvera pour la session de témoignage et pour un cocktail à la fin. Et demain matin, on aura donc 2 sessions parallèles, une session d'algèbre, une session d'analyse, avec le matin des exposés scientifiques. À 12h, on aura un exposé dans le cadre des actions de mentorat pour donner des conseils pour préparer des dossiers de candidature sur les postes académiques. Et puis à 13h, déjeuner sur place pour tous ceux qui seront présents. Voilà. Je termine en vous disant bon forum et en remerciant toutes les sociétés, tous les organismes qui nous ont soutenus dans l'organisation de ce forum. Voilà, Aline. Voilà, alors vous l'aurez compris, si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir, il faut parler dans le micro parce que voilà, il y a une captation. C'est comme ça, c'est gênant, mais voilà. Bien, la première chose que je dois dire, c'est Quentin, maintenant on utilise le tableau. Moi, je ne sais pas, ma machiniste là. Voilà, c'est magnifique. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être chair de cette session. C'est un plaisir de prendre du plaisir, et c'est ce qu'on doit faire ce matin, puisque par moment, il faut se réjouir, et il faut se réjouir du fait qu'on a des mathématiciennes qui sont, comme on dit maintenant, dans l'excellence. Et voilà, et on est très heureux que 3 d'entre elles aient accepté de venir nous parler ce matin. Alors, la première conférencière est Zoé Chatzitakis, qui ne vient pas de très loin, puisque tu es maintenant à l'ENS. À l'ENS, voilà. Depuis cette année. Et qui va nous parler de théorie des modèles des corps aux différences et application au système dynamique algébrique. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je suis très contente de parler ici.
Je voulais dire effectivement, j'ai commencé donc à enseigner à l'ENS déjà l'an dernier le cours de logique, et je suis frappée par le fait que l'an dernier il y avait une seule femme dans la promo et cette année il y en a 3. Bon, il y a un progrès certain, mais je veux dire c'est quand même un peu effrayant le fait qu'il y ait si peu de femmes à l'ENS, alors que nous savons quand même que la plupart des mathématiciens, enfin, qui continuent à faire carrière en mathématiques passent souvent par les grandes écoles quand même. Bon, bah écoutez, je vais commencer. Je vais essayer de... Donc tout d'abord, c'est un travail en commun avec Udi Hruszowski. Il y a beaucoup de mots dans le titre que probablement vous ne connaissez pas. Je vais essayer de faire que tout soit presque transparent. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système dynamique ? Je vais prendre une définition qui est un peu lâche, qui normalement on impose plus de conditions. Donc, vous démarrez avec V, une variété algébrique, que je considérerais toujours étant irréductible, contenu plongé dans un plan projectif, dans un espace projectif. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, variété algébrique ? C'est tout simplement un truc qui est défini par des systèmes d'équations. Okay, absolument irréductible, bah, ça veut dire que, bon, disons qu'elle est définie sur un corps algébriquement clos, ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire comme une union propre de deux sous-machins définis par des équations. OK. Et ainsi, donc, on démarre avec ça, et ensuite, on a une application qui va de V dans V, et qui est une application rationnelle, c'est-à-dire, c'est une application qui n'est peut-être pas définie partout, mais localement, elle est définie par des quotients de polynômes, par des fractions rationnelles. Okay ? Et j'impose que cette fonction soit dominante, c'est-à-dire que l'image phi de V, enfin phi des points de V, bon, je travaille dans un grand corps, un corps universel, un corps algébriquement clos, un grand corps algébriquement clos, bon, par exemple C. OK ? Mais enfin, je m'autorise aussi la caractéristique positive. Donc, j'impose que ce truc-là, ça soit Zariski dense dans V. OK. Alors, bon, je travaille dans oméga, mais en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est savoir, c'est en fait, je veux dire, il peut se trouver que ma variété V et mon phi, ils sont définis sur un petit corps K, grand K. Donc, je m'intéresse au cas suivant. Donc, V et phi sont définis sur un corps de fonction sur grand K qui est égal à petit k de t, avec donc K, un corps normal, petit, Q, et T, une indéterminée. OK. Donc, ma variété vient avec un plongement dans Pn, en fait, vous savez que les points de K, les points de V qui sont dans K, enfin donc ce sont des points de Pn qui sont dans K, ils peuvent être représentés par des polynômes qui sont mutuellement pairs, bon, donc par des n plus 1 uplets. Donc x0 de t, x1 de t, etc., xn de t. Donc avec les xi qui appartiennent
à l'anneau des polynômes sur petit k. On peut les choisir relativement premiers et ça permet de définir une hauteur. Donc si mon point là, je l'appelle P, on définira hauteur de P, h de P, ce sera le maximum des degrés des xi de t. OK ? Bon. Donc c'est un petit peu analogue aux hauteurs qu'on utilise en théorie des nombres sur les nombres algébriques. Mais bon, c'est plus facile d'une certaine façon à envisager ce truc-là. Donc je suis en train effectivement de vous donner ce travail, de vous énoncer les résultats dans un cas particulièrement simple. Bon, il y a des, je veux dire, on peut définir le concept de hauteur pour des extensions algébriques de 4T, etc. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, je préfère aller dans un cas simple où les définitions sont faciles à donner. Alors, on est dans la situation, donc a priori, si vous voulez, bon, quand V est un peu compliqué, ben V de grand K n'aura pas beaucoup de points. Bon, si V, grand V c'est Pn, bon, alors là, effectivement, il y aura beaucoup de points, etc. Alors, on s'intéresse à la situation suivante. On suppose qu'en fait, non seulement V elle a beaucoup de points, V de K a beaucoup de points, mais en plus, elle a beaucoup de points qui sont stables par phi. Enfin, je veux dire, non, enfin, ils sont évidemment stables par phi, mais, comment dire, bon, j'écris ce que je dis. Alors, on va supposer que il existe, donc hypothèse, il existe un n tel que si S égale Sn est l'ensemble des V de K point, des V de K point de hauteur plus petit que égal à n, alors, pour tout n, l'ensemble qui est obtenu, alors je vous introduis une notation, l'ensemble des phi-1 de S est Zariski dense dans V. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, phi, on peut l'itérer. La notation phi exposant i, ça voudra dire tout simplement phi itéré i fois. Et on peut prendre aussi son inverse, enfin, son image inverse. I fois. Donc, cet ensemble-là, c'est vraiment l'ensemble des P tel que, à part des P tel que P, phi de P, etc., phi i de P, ils appartiennent tous à cet ensemble SL. Il reste à l'intérieur de cet ensemble qui est borné, d'une certaine façon, de hauteur bornée. On pourrait aussi évidemment demander que tous les itérés de phi, enfin toutes les images de P par des itérés de phi restent à l'intérieur de Sn. Là, je demande tout simplement que pour tout petit n, quand on prend un chemin comme ça, qui reste à l'intérieur de Sn, eh bien l'ensemble des P, ça sera Zariski dense. Donc il y a beaucoup de points. Et alors la question, c'est est-ce qu'on peut dire quelque chose sur V et sur phi? Alors je vais vous donner un exemple où ça marche toujours. C'est si V phi est isomorphe à un W psi. Alors je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire isomorphe. Défini sur petit k. Alors on aura le résultat. Alors l'hypothèse sera vérifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isomorphe? Ça veut dire tout simplement, vous avez donc V phi
V avec cette application phi de V dans V. Il y a un isomorphisme, alors ça ne sera peut-être pas un vrai isomorphisme, mais seulement un isomorphisme, une application birationnelle, et on demande que tout ça, ça commute. Donc appelons-la F. Voilà. Alors pourquoi ça marche? Eh bien, tout simplement parce que les points de W de K sont de hauteur 0. Je veux dire, il n'y a pas de... Ils sont de hauteur 0. Tout simplement, je veux dire, ils sont représentés par des polynômes de degré 0. OK? Et donc, quand vous appliquez f-1 des deux côtés, vous vous rendez compte que f-1 de v de k, eh bien, ça va être de hauteur, ça va être contenu dans Sn pour un certain n. Puisque les degrés des coefficients qui apparaissent dans f, ou dans f-1, ils sont bornés. Et donc, le fait que vous avez ce diagramme commutatif, ça entraîne bien que, je veux dire, tous ces points qui étaient ici vont se ramener à des points qui sont dans Sn et qui sont stables par phi. Donc, la question c'est... Donc, la question, donc, que peut-on dire, sous les hypothèses, que peut-on dire sur V phi? Et est-ce que V phi descend à K, à petit k? Est-ce qu'il est isomorphe à une variété, à un système dynamique qui est défini sur petit k? Alors, bon, c'est une drôle de question, hein. Alors, le premier résultat dans cette direction, c'est en fait, ça vient d'un résultat de Matthew Baker. Ici, je trouve une... Ah, ils sont là. Qui dit... Alors, il faut quand même peut-être faire une... Oui, bon. Oui, ce que je voulais vous dire quand même, excusez-moi, bon, je vais quand même dire quelque chose, c'est que... je veux dire, ce qui se passe, c'est que si votre phi elle est de degré plus grand que 1, eh bien, vous voyez que quand vous l'appliquez donc à des polynômes, enfin à des points de petit k de t, ben, les degrés ils vont commencer à exploser. Je veux dire, en général, on a l'impression que vraiment, bon, ça ne va pas rester dans Sn pour très longtemps. Donc, le résultat de Matt Baker, ce qui était en 2008, bon, alors, on suppose que V, c'est P1, que phi, donc c'est un morphisme, de degré plus grand que le degré. Bon, c'est le degré, c'est le degré. C'est le nombre de... Si vous travaillez sur un corps algébriquement clos de caractéristiques 0, c'est tout simplement le nombre de points dans l'image inverse d'un point d'un point générique. Voilà. OK. Alors, c'est OK. Alors, V, phi, est isomorphe. Et là, c'est vraiment isomorphe par un morphisme, par un isomorphisme. Un vrai isomorphisme. À quelque chose qui est défini sur petit k. Donc, si vous voulez, il y a deux questions là maintenant qui se posent. C'est, je veux dire, peut-on généraliser? Quelle est la version correcte quand
quand la dimension de V est plus grande que 1. Est-ce qu'on peut généraliser? Peut-on généraliser? Est-ce qu'il existe une version quand le degré de phi est égal à 1? Alors évidemment, si phi est l'identité, bon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, en fait, il se trouve qu'on peut, enfin, je veux dire, comment dire ça? Alors, quand on regarde ce problème-là, en fait, la théorie des modèles et certains résultats de théorie des modèles des corps aux différences vous donnent une solution presque immédiate. C'est-à-dire, ça vous dit que V phi, bon, en fait, ça ne vous dit pas que c'est isomorphe, mais ça vous dit que c'est en correspondance fini-fini avec quelque chose qui est défini sur petit k. On l'obtient pratiquement pour rien. Et donc, mais en utilisant donc des techniques, enfin des résultats assez fins de théorie des modèles, notamment de la stabilité, enfin des propriétés que je vais vous introduire un peu plus tard sans les définir. Et donc, mais c'est ça qui nous a en fait donné l'idée que en dimension plus grande, en fait, eh ben, il suffisait d'utiliser les outils qu'on avait et que ça nous donnerait un résultat. Donc je vais vous citer les théorèmes qu'on obtient. Alors, donc les résultats, c'est la chose suivante. Donc théorème, donc avec Boudy, c'est la chose suivante. Donc on suppose soit petit k, grand K, V et phi, satisfaisant les hypothèses ci-dessus. Bon, le fait que grand K ce soit je vous dirai ce qui est tel que et avec degré de phi plus grand que 1. Alors, il existe un W psi défini sur petit k et une application rationnelle F qui va de V phi sur W psi qui est dominante. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement, ça va être une application F qui va de V sur W, une application rationnelle, donc définie par des fonctions rationnelles, pas nécessairement définie partout, et qui vous induit, qui commute avec les différentes applications. OK? Donc on aura V, voilà. Et ce que je demande, c'est que l'image de... que ce soit... que l'application soit dominante, donc génériquement surjective, si vous préférez. Et voilà. De plus, bon, parce que là, je ne dis pas grand-chose, et de plus, le degré de l'application psi, c'est égal au degré de l'application phi. OK? Alors, c'est ça qui nous dit, en particulier, que le quotient, c'est vraiment un vrai quotient, c'est pas juste... je veux dire, c'est un quotient de dimension supérieure. Alors, on obtient en plus un résultat qui va nous dire quelque chose sur les fibres de l'application F. Alors, je vais l'écrire.
Je suis en train de me demander, est-ce que je l'ai écrit? Je sais que je l'ai écrit quelque part, mais je ne le retrouve plus là. Bon, tant pis. Ok, donc voilà le résultat qu'on montre. Nous avons aussi des résultats quand le degré est égal à 1. Il y a certains cas où on arrive à montrer que le F, c'est non seulement une application dominante, mais en fait, on peut la prendre birationnelle. Donc voilà, enfin, on est capable exactement de décrire ces cas-là, mais bon, je n'irai pas là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais aussi dire que, donc cette question-là, que peut-on dire quand la dimension de V est plus grande que 1? C'est une question qui est en fait due à Spiro et Tucker, qui font des hypothèses supplémentaires sur V et phi. C'est-à-dire, V sera un morphisme, et phi sera, et le système sera ce qu'on appelle un système polarisé, c'est-à-dire non seulement il sera plongé dans un espace projectif, mais ce plongement satisfera des conditions assez fortes. Donc V phi est polarisé. Donc ça veut dire phi un morphisme. Et il existe alors je ne sais pas très bien comment on dit, fiber bundle, fibré de droite, c'est ça? Un fibré vectoriel, mais de droite, enfin de dimension 1. Fibré en droite, L, tel que phi star de L soit isomorphe à L tenseur Q, et ce fibré en droite, il faut qu'il soit ample, bien sûr, avec Q plus grand que 1. OK? Donc le degré, dans ce cas-là, ce sera Q fois Q à la puissance la dimension de V. OK? Alors, il se trouve que dans ce cas-là, eh bien, on arrive à trouver un isomorphisme birationnel, enfin une application birationnelle. Enfin, le F c'est-à-dire, si on regarde seulement des applications birationnelles, donc V phi est isomorphe birationnellement à un W psi défini sur K, sur petit k. OK, bon. Donc ça résout la question, mais enfin, bon, en fait, ce que Spiro et Tucker auraient voulu, quand même, ils auraient voulu quelque chose de plus fort, c'est-à-dire ils auraient voulu, enfin, ce que j'obtiens, mon W psi, là, le psi, il sera a priori seulement une application rationnelle, et d'autre part, l'isomorphisme, je veux dire, c'est pas un vrai isomorphisme, c'est une application birationnelle. OK ? Très bien. Bon. Alors, je vous ai dit que les corps aux différences nous donnaient des informations et surtout leur théorie des modèles. Alors, qu'est-ce qu'un corps aux différences ? Un corps aux différences, c'est un corps avec un endomorphisme. Bon, l'endomorphisme sera automatiquement injectif, bien sûr. Pas nécessairement surjectif. Exemple, donc, je veux dire, vous prenez n'importe quel sigma appartenant au groupe de Galois de la clôture algébrique de Q, eh bien, QA, G sigma, ce sera donc un corps aux différences. En caractéristique positive,
eh bien, les puissances du Frobenius, si donc L est un corps de caractéristique P, vous prenez une puissance du Frobenius, ce sera aussi un corps aux différences. Et enfin, l'exemple qui donne son nom à ces corps, c'est, vous vous placez sur C, vous prenez un, bon, je vais plutôt l'appeler Z d'ailleurs, une indéterminée sur C, en fait ça marche aussi pour les corps de série formelle sur C ou n'importe quoi, enfin n'importe quel ensemble de fonctions, et vous définissez sigma comme étant l'identité sur C, et le seul endomorphisme, enfin dans ce cas-là un automorphisme de ces deux Z qui envoie Z sur Z plus 1. Okay, donc ça c'est mon troisième exemple. Et en fait, le quatrième exemple, dont tout ça est un cas particulier, vous avez V, phi, un système dynamique. J'ai oublié de dire que quand même, toutes mes variétés, il fallait quand même qu'elles soient irréductibles. Parce qu'autrement... Bah, je l'ai dit. Bon, ben, enfin, je le redis. Non, parce qu'autrement, on a des problèmes. Donc, on va regarder le corps de fonction. Donc, tout ça défini sur K, sur grand K. OK. Je regarde le corps de fonction de V sur grand K. Donc, c'est tout simplement les fonctions des fonctions qui sont données par des fonctions rationnelles, qui sont définies quand même quelque part sur V. Et je vais définir l'endomorphisme phi star, où phi star, c'est tout simplement à une fonction f, j'associe f en phi. Okay. Vous pensez aux éléments de K de V comme étant des fonctions sur les K points de V à valeur dans grand K, eh bien, on les précompose avec phi. Ça nous donne une autre fonction. Et donc, vous vous apercevez... qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez qu'en fait, cet exemple-là, c'en était un cas particulier, puisque l'exemple 3, donc je vais l'appeler 3, ça sera mieux, ça c'était 2 et ça c'était 1, eh bien c'est, on prend V, la droite affine, et on prend pour phi l'application qui, à x, associe x plus 1. Pas de problème. Ou à z, associe z plus 1. OK? Donc l'exemple 3 en est un cas particulier. Vous vous apercevez que, bien sûr, phi étoile est l'identité sur les éléments de grand K. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on relie les histoires de systèmes dynamiques avec les corps aux différences. Bon, ensuite, comment traduire le fait, notre hypothèse, donc l'hypothèse qu'on faisait sur notre système dynamique, disant que, eh bien, il existait un grand N tel que les points de hauteur grand N, plus petites que grand N, eh bien, ils étaient quand même très stables sous l'action de phi. Comment est-ce qu'on traduit cette hypothèse? Alors, il faut remarquer la chose suivante. C'est que, et c'est là où c'est utile de travailler avec petit k de t, c'est que, étant donné, donc remarque, donc étant donné un n fixé, il existe un ensemble constructible U défini sur petit k. Alors U, évidemment, c'est un U qui dépend de n, n'est-ce pas? Et une bijection, une application constructive pi qui va de U sur V tel que pi de U
de petit k est une pi définit une bijection entre U, les petits k points de U, et S, qui, je vous rappelle, c'était les points de V de grand K de hauteur plus petite que égale à grand N. Alors comment on fait ça? Tout simplement, un point, il est représenté, un point de hauteur plus petite ou égale à grand N, il va être représenté par un uplet de polynômes de degré plus petit ou égal à grand N. Donc le U, ça va être tout simplement les coefficients de ces polynômes. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire constructif? Ça veut dire qu'on va mettre des conditions là-dessus qui vont expliquer que, que les polynômes sont relativement premiers entre eux, etc., qui ne sont pas tous zéro. Donc ça va nous donner une condition, des équations, des inéquations, des combinaisons booléennes de ces machins-là. Le pi, ça va être fabriqué à partir de ça. Localement, votre pi, ça va être une fonction rationnelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'avais beaucoup de points dans S, qui étaient donc si j'avais beaucoup de points dans S qui étaient bon, avant non, je fais les choses en désordre. Donc j'ai un S, puis j'ai ce pi qui va dans U de K, et en fait vous vous apercevez que sur U j'ai une application constructible partielle phi tilde qui va de U dans U et qui commute avec pi quand elle le peut. C'est-à-dire quand elle ne sort pas. Bon, la plupart des points de hauteur plus grande ou égale à n, ils vont être envoyés par phi en dehors de S, c'est clair. Donc, mais je veux dire, on peut quand même fabriquer donc une application un peu partielle, phi tilde de U dans U, qui sera définie que pour les points, qui sur U de K ne sera définie que pour les points qui restent. Okay? Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de points dans S qui sont stables par phi, ça entraîne qu'il va y avoir beaucoup de points ici qui vont être stables par phi tilde. Donc ici, vous êtes en train d'obtenir une espèce de système dynamique. Vous allez avoir beaucoup de points qui vont être envoyés les uns sur les autres. Donc en prenant des clôtures de Zariski, vous arrivez à trouver un sous-ensemble algébrique de ce machin-là, qui va être à peu près stable par phi tilde. Ensuite, vous allez prendre une composante de dimension maximale. Et donc, à la fin, ce que vous obtenez, c'est que vous allez obtenir donc, après du travail, on obtient une variété U0. C'est pas bien, mais j'ai... Enfin bon. U' avec un psi prime, avec un psi, donc un système dynamique U' psi, défini sur petit k, et une application dominante, rationnelle dominante, le temps fuit, qui va donc pi prime, qui va de U' psi. Alors, on aimerait bien que ça aille sur V phi, mais en fait, ce n'est pas nécessaire que ça aille sur V phi, ça va plutôt aller sur V avec un itéré de phi, donc avec R plus grand que ou égal à 1. Okay?
Et donc, on se retrouve dans la situation suivante. On a un système dynamique défini sur petit k, sur grand K, je veux dire, qui est dominé par un système dynamique, donc de dimension infiniment plus grande, qui est, enfin pas infiniment, mais enfin beaucoup plus grande, qui est défini sur petit k. Est-ce qu'on peut déduire de ça quelque chose? Et c'est là où la théorie des modèles vous dit que oui, on peut. Parce que, si vous voulez, ça va se traduire dans des... je veux dire, si ce pi', ça va vous donner une certaine inclusion entre des corps de fonction avec des endomorphismes. Je veux dire, on a K de V avec phi étoile à la R. OK? Et ça va être un sous-corps aux différences de grand K de U'. Maintenant, je considère ma variété comme étant définie sur grand K avec le psi étoile. OK? Et le fait que ce machin-là, ça provienne de quelque chose qui était défini sur K, sur petit k, ça va nous donner des conditions très fortes. OK. Bon. Donc en fait, on est vraiment, c'est le genre de situation qu'on étudie. Que se passe-t-il quand vous avez un système dynamique défini sur un grand corps qui est dominé par un système dynamique défini sur un petit corps? Okay. Et je vais vous citer un théorème de théorie des modèles auquel vous n'allez rien comprendre, mais ce n'est pas grave. Donc, je le cite. Et c'est cette remarque qui fait vraiment tout marcher, qui permet le fait qu'on puisse utiliser de la théorie des modèles. Mais malheureusement, donc, comme on travaille avec des corps de fonctions, on va obtenir des applications rationnelles ou des applications birationnelles, mais on n'obtiendra pas des vrais morphismes. Okay, nos applications ne vont pas être définies partout nécessairement. OK, donc le résultat de théorie des modèles. Alors, soit-elle une théorie super stable? Donc là, vous allez, pendant 2 minutes, vous n'allez rien comprendre. Mais ce n'est pas grave. Éliminons les imaginaires. Non, c'est tout simplement pour dire que rien ne vient sans un peu de travail quand même. Je veux dire, ce n'est pas un outil magique, la théorie des modèles. Et ayant la propriété de la base canonique. Super simple, pardon. Pas stable, super simple. Soit-tu un modèle monstre de T. Et c'est un sous-ensemble de U qu'on va supposer algébriquement clos, c'est pas très grave. On travaille à l'intérieur de U, et donc on a soit A1, A2, B, DU play peut être infini, tel que le type de B est P, un type de rang 1, tel que le type de B sur C soit interne à P. On suppose de plus que on suppose un indépendant de B sur C et A2 appartenant à la clôture algébrique de CB
A2. A1. Alors, la conclusion, c'est il existe un E, un uplet E dans U, qui appartient à la clôture définissable de CBA2, qui est indépendant de B au-dessus de C, est tel que le type de A2 sur CE soit internapé. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, ça vous donne une espèce de résultat de descente. Alors, j'explique tout ça. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça va être notre théorie T? Je veux dire, on a vu que notre problème, ça se traduisait en un problème sur des corps aux différences. Alors, premièrement, je supposais que R est égal à 1 ici. Donc, on a cette situation-là. On a trouvé des corps aux différences, etc. On va prendre pour T, on va prendre pour U, un corps aux différences universelles, c'est-à-dire c'est un corps dans lequel tout ce qui pourrait arriver dans un corps aux différences arrive, c'est-à-dire si U a une extension qui est un corps aux différences et qui résout certaines équations aux différences, eh bien elles seront résolubles aussi dans U. Enfin, c'est une espèce de modèle universel, bon, comme c'est pour les corps algébriquement clos ou des choses comme ça. Okay, donc, on va mettre donc K de U' psi étoile et K de V phi là-dedans. Okay, il va contenir, qui contient comme sous-corps aux différences K de U psi étoile. K de U' psi étoile. Voilà. OK ? Très bien. Bon, donc ça, et T, ça sera tout simplement la théorie de U, et elle satisfait les hypothèses. OK, très bien. Alors, mon C, ça va être tout simplement petit k. Mon P, ça va être un type, bon alors je sais pas, c'est quelque chose, du générique du corps fixé à l'intérieur de U, vous avez un sous-corps qui est particulier, c'est le corps des éléments qui ne sont pas bougés par sigma. Donc, par exemple, fixe sigma, dans le cas de l'exemple C de Z, c'était tout simplement C. Bon, c'est un sous-corps qui est particulier, qui n'est pas nécessairement algébriquement clos, donc ce qui est un peu dérangeant pour la plupart des analystes. Mais c'est parce que nous, on fait de la théorie des modèles, donc nos corps ne sont pas nécessairement algébriquement clos. C'est tout simplement parce que dans mon corps U, l'équation qui dit il existe x sigma de x carré égale x carré et x différent de sigma de x, eh bien, cette équation, je veux dire, cette équation, elle a une solution dans une extension, qui est un corps. Bon. Vous voyez que, je veux dire, ce corps ne peut pas être algébriquement clos. Très bien. Plus que 5 minutes, il va falloir aller vite. Donc, comment est-ce que qu'est-ce que les autres choses veulent dire? Donc, le fait que le type de B sur C soit internapé, je n'ai pas dit ce qu'était B, mais B, ça va être grand K. Ou T, si vous préférez, dans notre cas particulier. Donc, bon, alors T, d'après la construction, puisque grand K, il est contenu dans fixe de sigma, ben, certainement, ça sera interne. On aura certainement que le type de B sur
sur C, Fx de sigma interne. Je vous dirai plus tard ce que ça veut dire être interne. Enfin bon, n'importe quelle définition, vous voyez que si c'est dedans, ça doit être interne. Et indépendant, ça veut dire quoi? Votre U', si vous prenez un point, vous pouvez l'identifier, K de U', vous pouvez l'identifier A1, grand K de A1, petit A1, avec A1 générique de U', sur grand K. N'est-ce pas? Je veux dire, tout simplement, je suis en train de réécrire U', je veux dire, les coordonnées de U', je les écris comme les coordonnées d'un point générique. Okay? Alors, le fait que mon U' et mon psi, ils étaient définis sur petit k, ça me dit que en fait, mon A1 ne satisfait pas plus d'équations sur grand K qu'il n'en satisfaisait sur petit k. Je veux dire, toutes les équations, le fait que U' était défini sur petit k, ça entraîne que, eh bien, en fait, sigma de A1, il appartient à petit k de A1. OK? Et petit k de A1, bon, mettons que grand, oui, et petit k de A1 est linéairement disjoint de grand K sur petit k. Je suis en train de... Bon. Et alors la conclusion, c'est quoi? Bon, la conclusion, c'est, je veux dire, avec un petit peu de travail, parce que bon, ce théorème ne vous donne pas le résultat de façon tout à fait immédiate, il faut quand même travailler un tout petit peu. Mais enfin, je veux dire, en travaillant un tout petit peu, donc on trouve un point E, donc on trouve E qui est égal à F de A2, avec F peut-être défini sur grand K. A2, c'était bien sûr pi prime de A1, n'est-ce pas? Donc, grand K de A2, c'est tout simplement grand K de V. D'accord? On trouve un E qui est un petit f de A2 et tel que si W est le locus de E sur grand K, eh bien en fait W est défini sur petit k. Ça vient en fait d'un truc qui est défini sur petit k. Et d'autre part, on sait que sigma de E, il appartient à k de E, petit k de E. C'est-à-dire, à partir de ça, on obtient un psi, parce qu'il faut que ça s'appelle psi autre chose, psi prime, psi 0, qui va de W sur W, dominante rationnelle. OK? Donc, vous voyez, j'ai presque terminé là. Et si vous voulez, le fait, cette condition-là, c'est cette condition-là qui va m'impliquer que le degré de psi 0, c'est bien la même chose que le degré de psi. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut voir? Bon, si vous regardez donc f-1 de E, ça va vous définir un certain ensemble algébrique contenu dans V, n'est-ce pas? Maintenant, l'application phi, elle va envoyer cet ensemble algébrique, cette variété algébrique, bon, disons que c'est une variété, peut-être pas. Bon, c'est cet ensemble algébrique, elle va l'envoyer sur un truc qui va être, en fait, ça va peut-être pas être X, ça va sans doute être quelque chose d'autre, mais parce que ça sera l'image inverse de phi de E, de psi 0 de qui a priori c'est pas x, mais je veux dire à l'intérieur du grand modèle c'est envoyé sur c'est exactement x sigma. Et alors ce qui se passe, le fait que ce machin là ça soit interne à fixe sigma, ça vous dit qu'il existe un y, une variété algébrique
Bon, ensemble algébrique. Et une application rationnelle H, birationnelle en fait, telle que, eh bien, on aura ce diagramme-là qui est commutatif. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez une application donc birationnelle entre x et y qui vous donne une autre application birationnelle x et y, donc un ensemble algébrique y défini sur fixe sigma, donc il ne sera pas bougé par sigma. Et donc, d'une certaine façon, on obtient que à l'intérieur du grand corps, on n'a que x et la restriction de phi à x, eh bien, c'est isomorphe, c'est en bijection avec les fixes de sigma point de cette variété y. Donc, c'est ça ce que ça veut dire interne. J'insiste sur le fait que le H, il est en général défini sur un gros corps qui contient beaucoup de choses. Okay. Mais en tout cas, cette condition-là, ça vous dit que, comme le degré ici, il est égal à 1, ça vous dit que le degré de cette application ici va être égal à 1. Et donc, comme les degrés, c'est multiplicatif, vous obtenez bien que le degré de psi 0 et le degré de phi, c'est la même chose. Et voilà. Bon, je m'arrête. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui? Excuse-moi. Tu as fait l'hypothèse que le degré de phi est plus grand que 1, c'est ça? Alors, en fait, si tu veux, le théorème, il marche indépendamment du degré. Mais tout simplement, comme l'hypothèse, elle dit que donc à la fin, que le degré de phi est égal au degré de psi, tu es obligé, si le degré était plus grand que 1, tu es obligé vraiment d'avoir un vrai quotient. Je veux dire, l'hypothèse n'est pas utilisée dans l'application du théorème, c'est ça que je suis en train de dire. Mais dans le cas du degré 1, elle ne dit pas grand-chose. Puisque... Pardon ? Polarisation de superposition. Alors, l'hypothèse de polarisation, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ce cas-là ne peut pas arriver. Okay ? Parce que ce qui se passe, c'est que dans le cas de polarisation, tu auras que le degré d'une application restreinte à une sous-variété, ça va être de degré plus grand que 1. Et donc, ce cas-là ne peut pas arriver. Tu vois ? Donc, c'est vraiment ça. D'autres questions? De clôture aux différences, comme la clôture? Ben, écoute, c'est pas... Alors, là, ce que j'ai dit, donc je suis partie d'un corps aux différences, et j'ai dit, bon, il existe un corps aux différences qu'il contient, et qui est ce qu'on appelle, nous on appelle ça existentiellement clos, c'est-à-dire tel que tout système fini d'équations aux différences qui a une solution dans une extension a une solution dans ce truc-là. C'est pas du tout unique. Bon, évidemment, il y en a qui dépendent de la caractéristique. Je veux dire, c'est pas unique dans le sens, par exemple, où il faut décider qu'est-ce qu'on fait sur la clôture algébrique de Q. Je veux dire, il existe des corps aux différences comme ça, où sigma n'est pas l'identité sur la clôture algébrique de Q. Et que le truc n'est pas minimal, comme pour les corps, pour la clôture différentielle. De toute façon, attention, la clôture différentielle ne sera jamais minimale, tu sais. Pardon ? Tu sais que la clôture différentielle n'est pas minimale. Oui, je sais. Justement, c'est pour non, là aussi, ça ne sera pas minimal. Je veux dire, on sait que ce truc-là, il va être de degré de transcendance infini sur notre petit modèle, mais... Vous ne l'utilisez pas du tout dans la pratique? Non, on n'utilise pas les propriétés... ce genre de propriétés pour ce truc-là. Donc, il n'y a pas unicité en particulier. Je veux dire, même si on démarre avec un... Il n'y a pas unicité, voilà. Mais si vous voulez, le truc, c'est que ça existe, ça a certaines propriétés, et on utilise ces propriétés. C'est ça.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va encore remercier Zoé.